On se retrouve pour ce 4e épisode d'Autosuffisance, le podcast où on essaye d'aligner faire de la valeur, faire de l'argent et pour autant ne pas succomber aux sociétés capitalistes et full dopamine. Si on prend l'extrême, c'est tout ce qui est Dubaï, Singapour, où tout est fait pour la surconsommation et tout ça, c'est juste créer une illusion pour nous faire envie d'avoir ce genre de choses, alors que si on revient à des choses un peu plus concrètes, un peu plus rattachées à la terre, à notre source, eh bien on peut vivre beaucoup mieux. Donc dans ce 4e épisode, à savoir que ça fait un moment que j'ai pas tourné d'épisode suivant quand je poste. Ce matin, un auditeur m'a envoyé un message et du coup ça m'a reboosté un petit peu pour faire cet épisode. Ça faisait un moment que je voulais parler de ça. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler, mais c'est sur le rapport aux relations sociales et à soi-même. Et du coup, on va dire, je me suis éloigné de quelqu'un qui me tenait, à qui je tenais énormément. Donc, il y a eu pas mal de chamboulements de ce côté. Et du coup, je pense que c'est le bon moment pour essayer de partager tout ça. J'ai eu pas mal d'idées qui sont venues en même temps. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Premier point, pourquoi on est là? Pourquoi on est sur Terre? D'après moi, en fait, on vient ici juste pour expérimenter. Et pour expérimenter, je vois plusieurs possibilités. C'est soit expérimenter par le soi. Si je vais essayer de prendre des termes, on va dire, globaux et des termes très concrets. Donc, expérimenter par le soi, c'est concrètement de l'égoïsme que la plupart des personnes qualifieraient. Il y a expérimenter par la dualité. Donc la dualité, c'est le monde sur Terre dans lequel on est. Il y a toujours le yin et le yang, le bien et le mal, la joie, la tristesse. Et puis, troisième point, c'est expérimenter par le social et la confrontation. Donc, tout ce qui touche aux relations sociales, relations amoureuses, relations famille, amicales, peu importe. Il y a plein d'autres plans, mais en tout cas, c'est les trois dont, pour moi, ce sont les plus importants. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne vient ici sur Terre pour expérimenter à sa façon, avec sa vision des choses, et aussi par un biais différent. Par exemple, pour ma part, aujourd'hui j'ai 27 ans, la plupart de ma vie, c'est expérimenté par le soi, par moi, par une sorte d'égoïsme qui me permet d'avancer avec très peu de barrières limitantes. Et en fait, ça se ressent complètement où des personnes avec beaucoup plus de barrières limitantes d'un point de vue entourage, famille. Donc là, si on rapporte au concret, c'est je fais le même travail que mes parents, ou bien je suis dans l'usine familiale, ou bien je vis dans la même ville que mon entourage, etc. Donc ça, c'est avoir des barrières limitantes assez ancrées, ou aussi, potentiellement, c'est qu'on se sent bien, mais la plupart du temps, c'est des barrières limitantes de la peur de l'inconnu et d'aller voir ailleurs. Parce que voilà, si on est dans une famille et dans un endroit sur Terre, pourquoi y rester? Enfin, aujourd'hui, on a les possibilités de voyager, de découvrir des nouvelles choses. Pourquoi ce serait le meilleur endroit sur Terre? Et justement, moi, vu que je suis dans une recherche de découverte, d'apprentissage permanent, eh bien, je suis obligé de sortir de ma zone de confort et d'aller de me mettre dans des situations, des nouvelles cultures et découvrir des nouveaux pays pour potentiellement en trouver un qui me correspond et pas rester tout simplement dans le pays dans lequel je suis né. Et même, je pense que si le pays on va dire mon pays de cœur et le pays où je souhaite vivre pendant plusieurs dizaines d'années, je pense que si j'étais né dedans, eh bien, je serais parti de toute façon. Parce que, toujours dans cette recherche d'apprentissage, de découverte, d'ouverture d'esprit, qui m'amène à une sorte de non-jugement aussi d'autres personnes, parce que j'ai une ouverture d'esprit, de culturel assez
assez open par tout ce que j'ai vu. Bon, bien sûr, hein, dans ce podcast, c'est mon podcast et du coup, je parle de moi, c'est normal. Mais voilà, c'est pas c'est pas dans une optique de dénigrer d'autres personnes et de dire faut faire ça, faut faire ça. C'est mon expérience. Donc voilà, petite parenthèse. Donc moi, toute ma vie, pour l'instant, c'était expérimenté par le soi, par moi-même. Et pour autant, je suis quand même confronté aux autres types d'expérimentation. Parce que je vis, je suis un humain, donc expérimentation sociale, dualité des émotions, dualité de tout ce qui existe sur Terre. Sur Terre, c'est voilà vraiment la planète des dualités et on ne peut pas faire, on va dire, le bien sans le mal. Tout est corrélé. Donc, le bien et le mal, ça va de pair. C'est comme voilà, si on va dans tout ce qui est atomes, électrons, etc., tu as toujours un plus et un moins. C'est le même principe. Sauf que cette dualité de difficile à qualifier, de termes, d'éthique, peu importe, en fait, c'est aussi en fonction de notre perception. Et sur Terre, chacun a sa perception. Donc au final, on ne peut pas forcément qualifier de bien et mal quelque chose, et on est obligé de mettre une échelle de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, en fonction de notre propre perception. Et surtout, c'est que on est 8 milliards sur Terre, du coup il y a 8 milliards de perceptions différentes de ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et encore, quand on dit perception de sa propre personne, c'est en fonction de notre situation actuelle. Si voilà, moi aujourd'hui j'essaie de me diriger vers des business qui me correspondent, plus éthiques, où le cœur de tout ça c'est le produit plus que le marketing. Donc avoir un excellent produit, même si ça gagnera toujours moins qu'un excellent marketing. Mais voilà, c'est dans mon éthique et c'est aussi parce que je suis confortable financièrement. Mais si j'étais à la rue, si j'étais en train de mourir de faim ou autre, mes valeurs et ma perception du bien et du mal seraient forcément différentes. Et c'est pour ça qu'on le voit dans le monde, surtout dans les pays moins développés, il y a beaucoup plus d'insécurité due à ça. Donc au final, la perception, la dualité sur Terre dépend de la dualité que chaque personne a, et aussi de la situation dans laquelle on se trouve. Et la situation peut très bien changer. Donc peut-être quand on est enfant, ado, jeune adulte, on vieillit ensuite, ça peut complètement changer en fonction de là où on vit, perception et plein de choses. Mais dans tous les cas, 8 milliards de personnes, ça fait 8 milliards de perceptions différentes. Et du coup, ce qui peut être bien pour nous, c'est peut-être le mal d'une autre personne. Et inversement. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple où, quand j'étais petit, quand je jouais à des jeux vidéo, je prenais tout le temps le camp du bien. Et j'avais mon meilleur ami qui prenait plutôt le camp du mal. Donc, si ça parle à quelques personnes, par exemple Dofus, il y avait tout ce qui est bontarien. Donc, c'était en gros les ailes d'ange. Et mon meilleur pote, il prenait Brakmarien, donc le mal. Pareil dans tout ce qui est Star Wars. Moi, j'étais à fond derrière les forces du bien, donc sabre laser bleu, vert, tout le temps. Et alors que mon meilleur pote, c'était vraiment l'inverse. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, je me suis dit, mais au final, peut-être que... Enfin, pour moi, c'est logique de prendre tout le temps le bien, parce que c'est le bien qui prône. Alors que, dans la perception de quelqu'un d'autre, qui est quand même proche de moi, donc qui a des valeurs communes, on va dire, en fait, non. Lui voulait prendre le mal. Et j'ai longtemps pas compris ça. Je le comprends toujours pas, mais je pense que c'est juste une question de perception. Et aussi, dans ce monde, on va dire sur Terre, je pense que en fait tout le monde naît avec des bonnes intentions et en fonction de comment on grandit, notre éducation, les conditions, la plupart des personnes tombent dans ce mal entre guillemets. Et ce mal aussi, pour atteindre cette dimension de mal, on va dire côté obscur,
faut passer par des épreuves. Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est petit à petit. Et du coup, tout ça est poussé principalement par, je pense, l'hypercapitalisme, tout ce qui est donner envie d'avoir plus, toujours plus. Euh, donc, on va dire la comparaison par rapport aux autres. Et quand on se compare aux autres, c'est que on n'est pas bien avec soi-même. Et je peux le dire du coup, comme je sors on va dire d'une sorte relation assez intense, eh bien, c'est c'est dur de se retrouver soi-même. C'est dur de passer de je pense à deux personnes et je pense à une personne. Et en fait, ce switch, et je pense que tout le monde l'a vécu et tout le monde va le vivre, voilà, si vous êtes en couple et que vous vivez avec une personne, le retour à la vie solo, on va dire, c'est ça fait un choc parce que toutes les habitudes doivent être reprises, toutes les décisions ne sont plus dépendantes d'autres personnes, on est maître de son bateau, il y a tellement de chemins possibles que faut savoir lequel choisir. Du coup, il faut réapprendre à s'écouter soi-même. Alors que quand il y a deux personnes, alors bien sûr que on va dire l'état, le feeling, l'énergie quand il y a deux personnes est complètement différente parce que on est influencé les deux. Mais quand on revient seul, en fait, cette énergie entre guillemets est divisée par deux et du coup, cette énergie qui est volatile et qui cherche toujours la deuxième personne, elle doit revenir dans un état de seul, maître de son bateau et prendre toutes les décisions par soi-même. Et en fait, c'est ça qui est difficile de continuer à vouloir un état énergétique de je veux être avec une autre personne, partager des autres choses, à non, en fait, je me suffis tout seul. Et le fait de se suffire tout seul permet justement de ne pas tomber dans ce côté obscur, mais c'est un gros travail à faire. Et moi, j'ai toujours voulu avoir une vie, on va dire, seule, enfin expérimentée par le soi au final. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai voulu vivre seul. J'ai eu d'autres contraintes qui ont fait que j'ai pas trop pu vivre seul. Et à chaque fois, j'ai eu des longues relations. Et du coup, ça m'a toujours mis dans un truc où j'arrive pas à rester seul. Et pour autant, j'avais cette envie. Et du coup, dans mes relations, ça a souvent été, en fait, j'expérimente par le moi et on va dire le couple, la deuxième personne, c'est un plus, mais c'est pas quelque chose de indispensable, nécessaire ou quelque chose de, j'ai du mal à qualifier. Bon voilà, ça a toujours été un plus pour moi, mais d'abord c'est expérimenté par moi-même. Et ça, je vais y venir juste après. Hein, c'est pareil, on peut le voir point de vue égoïste ou peu importe. Mais bon, si vous écoutez ce podcast, normalement, c'est que vous avez un état d'esprit un peu plus ouvert et vous comprenez. Et de toute façon, on est obligé de passer par cette phase d'expérimenter par le soi si on veut obtenir des résultats. Et bon, ça me fait penser aussi où on a tout le temps pareil, cette dualité de moi je suis en France, c'est mieux d'entreprendre en France. Moi je suis à l'étranger, c'est mieux d'entreprendre à l'étranger. Moi je suis en couple, c'est mieux d'entreprendre en couple. Moi je suis célibataire, c'est mieux d'entreprendre célibataire. Donc tout le temps une dualité comme ça, et en fait chacun prône son état actuel, et c'est tout à fait normal parce que c'est des choix qui sont difficiles à faire, et on ne peut pas dire que l'inverse de nous-mêmes, c'est bien. On est obligé de cracher entre guillemets sur l'opposé pour se sentir confortable et pouvoir avancer. Surtout dans l'entrepreneuriat à haut niveau, en fait, on est obligé de se convaincre tout le temps que notre projet est le meilleur, qu'on va réussir. Parce que il y a tout le temps des phases de doute, tout le temps, il y aura jamais des périodes où on sera serein. Et en fait, si on ne se convainc pas que
tout est possible, qu'on va réussir, bah, le projet, on l'abandonne. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes, enfin, la plupart des personnes n'entreprennent pas parce que c'est trop dur. Il y a tellement de barrières mentales, tellement de remises en question, de doutes que tout le temps se persuader, bah, c'est une fatigue permanente. Mais c'est pour ça que ça récompense aussi énormément d'un point de vue financier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me place du côté entrepreneur aujourd'hui, mais j'ai aussi une grosse casquette investisseur. Donc, ça me permet d'avoir des pieds dans des startups sans avoir cette charge mentale de tiens, faut que je tire le projet vers le haut. Mais en fait, investir dans des startups, c'est ça, c'est avoir des entrepreneurs qui bossent pour nous. Et nous, on a mis on a mis un petit billet dans son entreprise. Et du coup, bah, c'est son taf à lui, c'est de tirer l'entreprise vers le haut. Mais du coup, on n'a pas cette charge mentale à prendre. Donc, petit aparté. Donc oui, pour moi, tout le monde vient sur Terre avec une certaine bonté, avec ce côté clair, lumière, et en fonction de nos influences, on va vers les forces du mal, disons-le comme ça. Par contre, pareil, cette bonté, en fait, il y a différentes échelles et ça peut être complètement différent d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, ce mal vient de qu'est-ce qu'on y cherche, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Généralement, dans tout ce qui est jeux vidéo, en fait, le mal, on a des pouvoirs en plus. Et de toute façon, en fait, faut séduire parce que si on est fait pour faire le bien, bah, comment le mal pourrait attirer des personnes? Donc, le mal doit séduire avec des choses un peu plus toxiques, mais qui font du bien. Euh, pensez à comme une ex toxique. Bah, le terme, voilà, veut un peu tout dire. Hein. On sait que ça va nous faire du mal, mais on y retourne quand même. Bah, c'est un peu le même principe. C'est comment les forces du mal attirent pour nous extraire du bien. Et généralement, c'est tout ce qui est, pour parler très large, on va dire, fantasme du monde, donc argent, pouvoir, sexe, et en plus, début 2026, quand je tourne ce podcast, sans citer de nom, j'ai même pas envie, mais bref, vous voyez de quoi je veux parler sur toutes ces histoires complotistes que qui commencent d'apparaître. Trump a apparu dans différents papiers en 2025, là 2026, il y a des choses qui éclatent et bah voilà, en fait, c'est les forces du mal poussées à l'extrême et donner envie à des personnes, on va dire neutres ou bien, de venir dans les forces du mal avec pouvoir, sexe, pédophilie, argent, et puis j'en passe. Et tout ce qui est fantasme tiré à l'extrême. Donc, malheureusement, c'est la dualité du monde et le mal essaye de tirer les personnes là-dedans. Et à plus petite échelle, on va dire échelle plus... Et pareil, tout est question de perception, mais échelle plus saine, en fait, c'est tout ce qui est bien matériel. Donc, surtout dans la sphère investisseur, entrepreneuriat et réseaux sociaux, j'en parle même pas, où voilà, on sort notre téléphone, on regarde 3 stories, on voit un coach sportif qui nous dit qu'il faut faire du sport 10 fois par jour, sauna, douche froide. L'autre story, on voit le mec qui compte ses billets, il fait 10 000 euros par jour. Et puis le troisième, je sais pas, il médite 8 heures par jour. En fait, on voit que des experts de partout. Et nous, à notre échelle, on ne veut pas être expert, mais on veut juste se sentir bien. Et du coup, notre cerveau ne comprend pas tous ces signaux de tiens, faut que je fasse 10 heures de méditation, 10 heures de sauna et 10 heures que je gagne de l'argent. Ah, mais en fait, ça fait plus que ce que j'ai de temps dans la journée. Donc en fait, sur les réseaux sociaux, on voit que des vies parfaites d'experts, mais à nous, on ne peut pas l'appliquer parce que ça n'existe pas. Les mecs, c'est chacun leur business. Et le mec qui médite 10 heures par jour, bien sûr qu'il fait pas 10 000 euros par jour. Il peut pas tout faire. Bon, j'ai tendance à me perdre dans les pensées, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais voilà, pour finir sur la dualité, c'est toujours, il y a le bien et le mal, différents termes, peu importe, joie, tristesse, bien-être, mal-être. Chacun a une perception différente. Et oui, du coup, sur la partie matérielle aujourd'hui, si vous commencez à gagner de l'argent, eh bien, vous allez vous poser la question comment le dépenser. Comment dépenser mon argent? Eh bien, je regarde les réseaux sociaux, même sans, on regarde les réseaux sociaux, donc on se fait influencer.
si telle personne a acheté une voiture, tiens, je vais acheter une voiture. Tiens, au final, j'ai une voiture, eh bien, j'ai des amis qui ont d'autres voitures plus chères. Du coup, ces autres amis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des montres, etc. Et du coup, on part dans un cycle. Donc là, je parle surtout pour les nouveaux riches. Euh, donc, ceux qui ont fait de l'argent rapidement. Ouais, je parle de tout ce qui est Dubaï ou autre. Euh, c'est voilà la course à qui a la plus grosse. La course à toujours dépenser plus. Mais franchement, je vous garantis que il y a tellement pas d'épanouissement là-dedans parce que en fait, on veut toujours plus. Et même moi, on va dire à mon échelle, j'ai une période comme ça, à voiture, alors montre pas trop et encore, mais ouais surtout voiture, bling bling, beau restaurant, etc. En fait, quand t'es dans ce mood-là et t'as l'entourage pour, bah oui tu kiffes, mais t'atteins jamais un état où tu vas être stabilisé et tu vas toujours être dans la recherche de tiens j'ai fait ce restaurant, maintenant je veux faire celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et du coup il y a cette notion de créativité qui baisse. D'ailleurs j'ai vu une vidéo où c'était une femme qui disait, elle était en rave party, enfin en soirée dehors, etc. Bon, moi c'est pas trop mon délire, mais à tester. Et en fait, elle disait, ouais, bah moi j'ai pris de l'acide. Bon, ceux qui connaissent sauront mieux que moi, mais je sais pas si elle parlait de LSD, MDMA, enfin j'en sais rien. Enfin bref, elle disait en anglais, ouais, moi j'ai pris de l'acide, mais en fait ça me fait rien parce que, en fait, le vrai euh, pour voir ce que me ferait l'acide, en fait, moi, je le vois déjà. Et elle disait que son acide à elle, c'était la créativité. Ça, c'est des notions, j'ai vraiment encore du mal, hein. Ça fait à peu près 1 an que je bosse dessus. Mais ouais, c'est quoi la créativité? Mis à part en business et être créatif sur plan de com, marketing, produit, peu importe. En fait, c'est quoi la créativité d'un point de vue social, d'un point de vue personnel? Et du coup, tout ce qui est art, musique, danse, en fait, vraiment, hein, je m'ouvre depuis 1 an, donc voilà, depuis que j'ai 26 ans. Et bon, je pense que tout le monde l'a vécu à son échelle où, voilà, quand on est petit, nos parents ils nous emmènent dans des musées, voir des concerts de Mozart ou je ne sais quoi. Moi, ça a toujours été, ouais, ça m'intéresse à un point, mais zéro, quoi. Et au final, je sais, ouais, si je sais un peu d'où vient le déclic, mais c'est vrai que je commence à m'y intéresser un peu plus. Et du coup, cette notion de créativité, je commence à peine à l'apercevoir. Et c'est vrai que l'épanouissement par la créativité, en fait, ça n'a pas besoin d'argent. T'as pas besoin de dépenser, t'as pas besoin de plein de choses. Et en fait, ça vient de toi, de ta perception des choses. Je prends un exemple concret. Alors, je pense vraiment que je suis à l'extrême là-dessus. Et je pense que ça parle à plus de personnes qu'à moi-même. Du coup, je ne, je ne me sens pas du tout légitime de parler de ça. Mais en tout cas, de ma perception, c'est en mode, je sais pas, voilà. Hop, j'ai une bouteille d'eau là dans la main, pour ceux qui écoutent. Cette bouteille d'eau, je sais pas, il y a écrit BCA dessus, zéro sucre, etc. Ok. Et en fait, alors là je fais l'exercice en même temps, c'est au lieu juste de boire et je m'en fous, c'est en mode efficace. C'est comme voilà, moi j'ai toujours été en mode faire la cuisine, il faut que ce soit efficace, très peu de vaisselle, très peu de matériel différent, faut que j'aille vite et que je puisse manger. Même le fait de voilà de prendre une cuisinière ou autre, c'est bah, tous les nouveaux riches, c'est ça. Le truc de base, c'est je ne cuisine plus. Pour autant, si on prend une approche plus créative, en fait, dans le fait de cuisiner, il peut y avoir une approche un peu plus méditative, reconnexion au soi par la reconnexion à l'instant présent. Et si je me dis, putain, je dois éplucher des patates, ça me saoule, bah peut-être je me dis, tiens, c'est une pomme de terre. Bon, je prends un autre exemple, mais c'est une pomme de terre. En fait, avec un couteau, bah, je peux lui enlever la peau comme ça. Et quand j'enlève la peau, bah, j'essaie de m'imaginer entre la peau et la pomme de terre, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis en train, bah, c'est comme, je sais pas, un humain si je l'ai épluché. Bah, en fait, il va se passer des choses. Voilà, c'est pareil, une pomme de terre, je suis en train de lui enlever la peau. Et comment la peau se forme? Pourquoi la peau a cette couleur? Donc en fait, tous ces sens poussés un petit peu à l'extrême permettent en effet
de s'ouvrir et d'avoir une créativité différente. Pour l'exemple de la bouteille d'eau là, au lieu de juste boire de l'eau et encore avec un goût et je m'en fous, je me dis juste ouais c'est bien, ça me fait un petit goût, j'aime bien. Bah, peut-être je vais me concentrer sur tiens, il y a des BCA. C'est quoi les BCA? C'est des acides aminés. Ok, qu'est-ce que ces acides aminés peuvent me créer sur le corps? Du coup, quand je vais boire, je vais imaginer, donc en mode effet placebo, imaginer que, tiens, je bois des BCAA, ça va dans mes mitochondries, je ressors des mots de fac de sport, ça va dans mes muscles et ça permet de me régénérer ou de faire d'autres choses. Et en fait, c'est ça la créativité pour moi, c'est pousser à l'extrême les pensées qu'on ne se permet pas de faire, voilà, en regardant un tableau, en écoutant de la musique. Et je me rappelle un déclic, je suis allé regarder un spectacle de danse. Je me rappelle plus. Je sais plus s'ils étaient nus les personnes ou peut-être à moitié nus, enfin presque. Et en gros, il y avait une musique assez mystique. Et en vrai, je me rappelle plus trop du visuel de du spectacle parce que j'étais dans une sorte d'état de transe ou en mode, je crois que j'étais assis, enfin je sais plus comment, un peu affalé. Et j'étais en mode, ouah, enfin, j'ai essayé de me dire ça, mais pas trop, parce que si je pensais trop, en fait, je revenais dans, on va dire, l'instant présent dans la matière, alors que j'étais un peu à l'ouest, et j'étais en mode, ouah, je sais pas ce qui se passe, mais c'est trop bien. Et, euh, et ça a duré bien, non, en fait, j'en sais rien, puisque il y a une sorte de distorsion temporelle de ma perception, pareil, où je sais pas combien de temps ça a duré, j'avais l'impression que ça a duré 2 heures, alors que ça avait peut-être duré 30 minutes, mais j'étais vraiment en mode, ouais, j'ai pas regardé le spectacle ou à moitié, mais j'ai senti des trucs de fou. Et en fait, c'était un gros déclic pour moi sur la créativité. C'était en mode, attends, mais quand je vais voir quelque chose, œuvre d'art, danse, musique, peu importe, ce n'est plus en mode, j'essaye de comprendre de ma logique, en mode, tiens, pourquoi ils dansent, tiens, ils font tel pas, tel pas, tel pas, tiens, ils font telle musique, tel instrument. Enfin, ça, c'est mon cerveau, on va dire, entrepreneur très terre à terre, très contrôle, que bah, la plupart des entrepreneurs ont généralement, où le but c'est de tout contrôler, avec, enfin, en échangeant de points de vue et en me disant, au final, j'ai pas besoin de comprendre tout ça, j'ai juste besoin de ressentir, et du coup, j'ai plus besoin de comprendre ce qu'est la danse ou ce qu'est la musique, comment elle est jouée, mais j'ai plus besoin de ressentir en mode, en fait, la personne qui fait la prestation, j'ai pas besoin de comprendre pourquoi elle a fait parce que ma perception peut être complètement différente de ce qu'elle veut projeter. Et moi, c'est un peu cette dissonance que j'ai jamais compris, mais du coup, là, je l'ai compris. Il y a très peu de temps, c'est en mode, ouais, une personne qui, ou même une peinture, voilà, une peinture, c'est plus clair. Un tableau, quand on regarde un tableau, ben, en fait, il y a ce que veut exprimer l'artiste, et puis il y a moi, ce que je peux comprendre. En fait, pour moi, il fallait que je comprenne ce que l'artiste veut dire. Alors qu'au final, bah, vu qu'il y a 8 milliards de perceptions différentes, en plus de ça, en fonction de son état de chaque personne, eh bien, j'ai pas besoin de comprendre ce que l'artiste voulait faire. J'ai juste besoin de comprendre ce que je ressens et pas essayer de chercher le pourquoi du comment. Non, ok, je regarde ce tableau, je ressens ça, eh bien, c'est intéressant, voilà, c'est cool. Mais faut pas que j'aille dans la recherche de qu'est-ce qu'a voulu faire l'artiste. Faut plutôt, parce qu'au final, je pourrais jamais le savoir puisque je connais pas son point de vue. Et même s'il me l'expliquait, ben en fait, le point de vue de chacun, expliquer avec des mots, c'est compliqué. Et ça a pas de sens parce que mettre des mots sur quelque chose qui, qui est sorti mais pas avec des mots. Par exemple, un poème, voilà, c'est écrit, c'est avec des mots. Mais une peinture, c'est complètement différent et c'est pour ça aussi que bah, l'art, c'est s'exprimer avec autre chose que des mots. Et quand j'ai compris ça, bah, ça m'a mis un gros déclic. Donc pour continuer sur expérimentation par le soi-même. Alors franchement, dans cette réflexion, dans ce podcast, je pense que je pourrais faire d'autres épisodes là-dessus parce que j'ai eu ces idées, je les ai balancées un petit peu n'importe comment. Mais
il y a des choses d'actualité quand même qui sont importantes à comprendre. Le soi-même, donc l'expérimentation par le soi, on a tous ce besoin de se glorifier. Et aujourd'hui, enfin depuis 2023 par là, il y a tout un tas de délires de des hauts potentiels intellectuels. Et en fait, pour moi, tout ça c'est bullshit. Haut potentiel intellectuel, TDAH, autisme aussi, mais du coup d'abord au potentiel intellectuel. Ou en gros, enfin, quand on a une offre de coaching généralement, surtout sur LinkedIn, on le voit. Voilà, faut s'adresser à une cible, donner le bénéfice et voilà le bénéfice du coaching. Il y a des personnes qui mettent je coach les hauts potentiels intellectuels. D'un point de vue marketing, c'est génial, bien sûr, parce que on se dit quand on va lire son offre, on va se dire bah ouais, au final c'est moi, ouais. Euh, enfin, bon, je pense que vous comprenez, mais il y a pas un seul coach qui va mettre je coach les bas potentiels intellectuels ou je coach les personnes stupides, je coach les personnes avec un QI bas. Parce qu'en fait, ça ne glorifie pas la personne. Et nous, en tant qu'humains sur Terre, on a besoin de se glorifier, puisque ça fait toujours du bien. Euh, Généralement, on est plus dans des tendances, on va dire, où bah, la plupart des personnes autour de nous ne nous glorifient pas, et c'est normal. C'est plus facile de dire ce qui ne va pas que ce qui va. Et aussi, même vis-à-vis de soi-même, on a tout le temps des pensées, des remises en question. Donc en fait, tout ça font que la glorification, l'estime de soi baisse en permanente. Et du coup, il faut faire un travail conscient pour essayer de se glorifier et remonter son estime de soi. Donc, quand on a l'opportunité de le faire facilement, on le fait. Donc, pour moi, au potentiel intellectuel, c'est bullshit. Tout le monde a un besoin de se glorifier. Et si on met, pas symptômes, mais comment savoir si on est HPI, au potentiel intellectuel, en fait, en lisant la définition, la plupart des personnes vont se reconnaître dedans. C'est logique. Parce que on va, vu que ça va être écrit, on va vouloir ce besoin d'estime. Et voilà, si on prend la pyramide de Maslow, le besoin d'estime, c'est un peu l'accomplissement. Et donc, on a ce besoin-là. Donc, si vous vous demandez, je pense si on fait une étude au potentiel intellectuel, en tout cas en Europe, États-Unis encore plus sûrement, parce qu'il y a plus d'ego, bah la plupart, oui, ça va être oui. Donc au final, si tout le monde est au potentiel intellectuel, en tout cas de son point de vue, pareil, bah ça veut dire que tout le monde est neutre entre guillemets. Donc ce terme n'a plus de nécessité. Sur la partie TDAH, donc c'est troubles de déficience de l'attention et hyperactivité, un truc comme ça. Pareil, il y a un gros point à différencier là-dessus. Aujourd'hui, la plupart des personnes se définissent comme ça. En tout cas, ceux qui ont un business en ligne ou ceux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux ou autres, bah c'est ça. Donc, la plupart des personnes aujourd'hui, et on le voit apparaître de plus en plus. Et en fait, il faut différencier le TDAH environnemental. Donc ça, c'est mon coach avec qui on a pas mal discuté. Le TDAH environnemental et le TDAH, on va dire, de naissance. Le TDAH de naissance, il est quand même assez rare. Si on regarde les dernières études, bah, j'ai envie de dire que il y a beaucoup plus de TDAH maintenant que ces dernières années. Alors oui, le diagnostic est plus répandu, mais aussi c'est l'environnement qui change. Et du coup, si tout ça est environnemental, donc ce que je veux dire par environnemental, c'est en fait regarder voilà, TikTok, Instagram, etc. Donc c'est notre environnement, c'est un élément externe qui nous fait avoir un TDAH. Donc au final, c'est plus une pathologie de naissance, c'est environnemental. Eh bien, ça nous tire encore une fois vers cette dimension obscure du mal, capitaliste, où bah eux, on va dire les élites, leur besoin c'est prendre notre attention pour nous mettre des informations qu'ils souhaitent dans notre tête et nous tirer vers cet esprit de surconsommation. Donc en fait, le TDAH environnemental que la plupart des personnes ont aujourd'hui,
Est-ce que j'estime que je l'ai? Pas forcément, suivant des périodes, mais ça va. Vu que je suis côté créateur, en fait, je l'ai beaucoup moins, parce que je préfère créer que consommer. Et du coup, ouais, en fait, tout ce qui est scrolling, scroller sur les réseaux sociaux, c'est de la surconsommation en dépensant notre temps et pas notre argent. Donc, c'est beaucoup plus simple de nous faire dépenser notre temps que notre argent. Mais du coup, ça nous met dans un biais de surconsommation. Et donc, quand on a de l'argent, on surconsomme avec de l'argent. D'où la big idea un petit peu de ce podcast, c'est voilà, revenir sur une vie alignée. On peut avoir de l'argent sans pour autant être dépendant et se forcer à le dépenser et à surconsommer. En fait, le TDAH, c'est un petit peu le début vers cette surconsommation. D'abord, les réseaux sociaux, je surconsomme avec mon temps. Et puis, je suis influencé par acheter ça. Et puis, je surconsomme financièrement. Donc, j'en veux toujours plus. Et j'arrive dans une boucle un peu infinie. Et dernier point, tout ce qui est autisme. Donc, autisme, pareil, c'est des prismes assez larges. Et j'estime qu'il n'y a pas forcément besoin de vouloir se mettre absolument dans des cases. Tiens, je vais me faire diagnostiquer TDAH, au potentiel autisme. Parce qu'au final, tu te mets dans des cases et on est 8 milliards sur Terre et il devrait y avoir 8 milliards de cases. Donc, est-ce que ça a un intérêt? Pas forcément. Par contre, ça peut nous aider à se dire, ah oui, c'est vrai que voilà, j'ai des tendances comme ça existe. Donc, voilà, faut que j'accepte. Donc, ça peut aider dans l'acceptation, je pense. Et du coup, à l'inverse, il y a ce besoin de se glorifier. Et généralement, quand on met le doigt sur, c'est pas une pathologie, mais sur, on va dire une box. Voilà, si on se dit, tiens, en fait, j'ai telle tendance autistique, en fait, ça peut nous rassurer. Et du coup, on va un peu s'apitoyer sur notre sort en mode, ah ouais, enfin, prendre comme excuse, tiens, j'ai telle tendance, tiens, je suis autiste, tiens, je suis TDAH, et ci et ça. Donc au final, ça peut permettre de nous accepter. On peut prendre une période pour s'accepter, mais il faut pas que ça parte de l'acceptation et que ça aille vers les excuses pour ne pas avancer. Et du coup, voilà, ce côté de se glorifier, pour moi, c'est illusion. Chacun perçoit à sa façon. Et en fait, vouloir se dire, tiens, je suis HPI, au potentiel intellectuel, en fait, c'est juste que on ne se sent pas bien avec soi-même. Et du coup, on a ce besoin de se découvrir soi-même, passer du temps avec soi-même. Des trucs tout simples, hein, mais bon, en France, j'aime pas forcément faire ça. Et encore ça va, mais ouais, aller dans un café, prendre un café solo, sans téléphone, aller manger au resto solo. Franchement, c'est bête et on se dit ouais, c'est simple. Mais en vrai, faites-le et je vous garantis que vous aurez une glorification et un épanouissement plus élevé que juste se dire ouais, je suis HPI quoi. C'est vraiment des exercices hyper intéressants à faire. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte pas beaucoup d'argent. Aller juste solo dans un café, dans un resto et passer du temps avec vous-même, juste à réfléchir, à marcher pareil, sans musique, sans écouteurs, sans podcast, et ça change pas mal de choses. Donc, de mon point de vue, et je pense que la plupart, pareil, on revient à ce besoin de glorification, on a besoin de se sentir exister, de se sentir différent, indépendant et pas des copies d'autres personnes. En tout cas, pour ma part, pourquoi j'ai beaucoup mis l'accent sur le soi, le moi, me découvrir moi-même, parce que j'estime en tout cas être très curieux, vouloir apprendre de plein de choses et que j'ai quand même une complexité assez élevée. Quand je parle de complexité, je pourrais parler, on va dire, de maturité, où voilà, aujourd'hui, grâce à les réseaux sociaux, on découvre d'autres personnes. Et quand on voit des personnes de 12, 13, 14 ans qui sont très matures, qui parlent comme des personnes qui ont 18, 20 ans, en fait, c'est ce genre de personnes qui sont complexes. Et pour ma part, voilà, j'ai 27 ans, plusieurs entreprises créées, plusieurs projets rejoints, plusieurs levées de fonds faites, plusieurs investissements,
des arnaques en tout genre, des mauvaises personnes mal intentionnées, des trucs impossibles à imaginer si on est pas dans ce délire d'entrepreneur, expatrié, etc. Du coup, j'estime que j'ai quand même une certaine complexité de par tout ce que j'ai vécu. Et alors, je parle pas de trauma ou autre, hein, je parle vraiment d'expérience physique personnelle, enfin en tant que personne physique, on va dire. Et ouais, enfin, s'expatrier, créer des sociétés, aller à l'immigration, enfin faire plein de choses comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Et bon, c'est moi qui le souhaite aussi. Mais du coup, ça rend une complexité assez élevée. Et en même temps, bah, je cherche aussi à me comprendre sur différents points. Donc voilà, j'estime que j'ai une certaine complexité de par ma maturité. Et du coup, ça prend du temps de vouloir creuser ça. Et je pense que la plupart des personnes solitaires, bah, c'est ça, c'est qu'elles ont une certaine complexité en elles-mêmes et qu'il y a ce besoin de d'abord se découvrir avant de vouloir découvrir le monde et partager sa vie avec une autre personne. Concernant les relations sociales, bah, en fait, de mon point de vue, donc c'est-à-dire avec un point de vue où je mets en avant plutôt le moi, en tout cas jusqu'à voilà mes 27 ans de vie, eh bien, les relations sociales, il faut les prendre un peu bah, ce qu'on a à apprendre. Donc, on va se mettre dans une relation pour apprendre ce qu'on a besoin, être complémenté par cette autre personne. Cette autre personne peut nous amener une vision différente. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo où c'était une sorte de parodie d'aliens qui venaient sur Terre et qui disait à un humain, ah, c'est quoi le mariage? Et l'humain répondait, bah voilà, c'est quand deux personnes s'aiment, eh bien, elles se marient, elles s'engagent pour la vie, entre guillemets. Et l'alien, lui, qui vit 1000 ans, il rigole, il fait, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, ça n'a pas de sens, parce que aujourd'hui, dans l'état actuel que je suis, eh bien, mon énergie, mon feeling peut matcher avec cette autre personne. Mais comment on peut prétendre se dire que dans 30 ans, ça va encore matcher? Alors oui, ces dernières dizaines, centaines d'années, bah voilà, il y a le mariage, je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais pareil, le mariage, j'aurais pas mal de choses à dire là-dessus. Je fais une petite aparté, mais après je vais oublier. Euh, j'ai eu une théorie, je partage des théories. Bien sûr que si je partage ces théories, c'est que d'une certaine façon ça me touche. Eh bien que l'homme occidental a une testostérone plus élevée que en Asie. Et du coup, pour pouvoir contrôler l'homme occidental, on va le contrôler par la femme. Et du coup, pour protéger la femme, on a mis en place le mariage. Parce que déjà le pic je sais plus comment on dit, mais on va dire beauté professionnelle, etc. d'un homme, c'est entre 30, 35, voire 40 ans. Donc le pic où l'homme est le plus attractif. Par contre, pour la femme, bah, c'est entre 15 et 25 ans. Du coup, les courbes s'inversent. Donc, vous inquiétez pas, messieurs, notre tour reviendra. Et pas de souci, voilà, notre pic, on va dire, sera plutôt après les 30 ans. Et le truc, c'est si on veut garder, on va dire, l'homme, avec un grand H cette fois, en cage, c'est-à-dire lui fournir des idées, lui faire faire ce qu'on a envie de faire quand on est l'élite, eh bien, on doit le contrôler d'une certaine façon. Et apparemment, dans cette étude en Asie, bah, c'est plus simple parce que les mecs, ouais, ils sont très sur le scroller sur les réseaux et on peut leur mettre un peu des infos n'importe où. En France, d'ailleurs, j'espère que la plupart d'entre vous regardent les informations sur des réseaux comme Twitter ou autres et pas à la télé parce que tout est tellement déformé, mais ça devient aberrant. Et moi, quand je l'ai compris il y a peut-être une dizaine d'années, eh bien, en fait, aujourd'hui, tout fait sens. Et voilà, quand traité de complotiste, bah, au final, aujourd'hui, tout explose au grand jour.
Mais je le savais et je sais que le temps fera les choses et le temps me donnera raison. Mais j'ai pas besoin d'avoir raison parce que j'agis en fonction de mes convictions et pas en fonction des autres ce qu'ils pensent. Et vu que je sais que j'ai raison et que ça se confirme sur les années que j'ai raison, et du coup, bah ça augmente, on va dire, mon estime de moi, ma glorification, etc. J'ai encore moins besoin de prouver aux autres que j'ai eu raison entre guillemets. Euh, mais du coup, l'homme occidental, bah il est un peu plus rebelle, disons-le. Et du coup, pour contrôler, on va dire, eh bien, le fait de le forcer à se mettre en couple et se marier, ben, en fait, ça le fixe dans quelque chose. Et qui dit mariage dit, on va dire, on coupe un petit peu les ambitions. Bien sûr, c'est des statistiques et dans la majorité des cas, c'est ça. Et quand on est en couple, l'homme sécrète plus d'ocytocine, donc hormone d'attachement. Donc bien sûr, je parle côté homme parce que c'est là où je me suis plus le renseigné. Et du coup, ça coupe un petit peu notre ambition. On se dit, voilà, on est dans un confort, on a moins envie, on a moins faim, on a moins envie de quête et de gravir des sommets. Et quand je parle de gravir des sommets, ça peut être financièrement d'un point de vue business, mais ça peut aussi être personnellement à mettre des idées. Ça peut être de la politique, ou ça peut être écrire un livre. Enfin bref, des ambitions un peu plus agressives. Eh bien, on perd ces choses-là. Et du coup, comme on est dans un confort, eh bien, on va moins se rebeller. Donc voilà, c'était un petit peu cette théorie-là. Et aussi, d'un point de vue mariage, en fait, le truc qui, généralement, pour ceux qui sont expatriés, qui est bloquant, c'est, en fait, le mariage, c'est quoi? C'est un engagement envers un gouvernement. Donc à quel moment, si on est expatrié, on change de pays tous les X années, ben, on veut s'engager auprès d'un gouvernement et dire je suis marié tel gouvernement, et un engagement d'un point de vue religion. Donc pareil, peut-être à quel moment on se dit je veux rester dans cette religion pendant X années. Et aussi, est-ce que j'ai besoin de me mettre dans des cases? C'est-à-dire je me marie à tel gouvernement et je me marie à telle religion. Et ben, en tant qu'expatrié, en fait, vu qu'on prône la liberté de expression, etc., oui, mais de bouger géographiquement, ben, en fait, ça nous met un peu ça nous force à nous mettre dans des cases et à se dire, ok, pendant les 50 prochaines années, je dois être chrétien, je dois être français parce que je me suis marié en France, entre guillemets. On va pas pouvoir renier ça. Et du coup, d'un point de vue gouvernement et élite, ça permet de mettre un certain contrôle. Donc voilà, c'était une petite aparté là-dessus. Donc pour revenir à cette vidéo, voilà, l'alien disait ah mais trop marrant, ton énergie actuelle, bah, elle matchera peut-être pas dans 50 ans avec la femme que tu as choisie et que tu as décidé de te marier. Parce que ton énergie à l'instant T, c'est en fonction de tes valeurs, ce que tu as vécu, ce que tu vis, mais ça peut complètement changer dans 50 ans. Et au final, c'est logique. Même si voilà, toutes ces dernières dizaines d'années, centaines d'années, bah il y a eu voilà, je me marie avec la même femme, je vais au même travail, voilà, ça c'est le bon exemple, on va dire, où je vais pas changer de travail 10 000 fois. Bah, aujourd'hui, on est dans une dans une société qui évolue beaucoup différemment. On a accès à la diversité, au voyage, à l'information. Donc, bah il y a tout qui évolue. Donc, je ne sais pas où il y aura cette dimension, mais je pense que ça changera quand même pas mal. Et du coup, l'humain disait à l'alien, ah oui, mais du coup, ça veut dire que tu t'engages jamais avec une personne, etc. Et au final, l'alien répond, bah si, moi j'étais avec une personne pendant 100 ans, et on a décidé de se séparer pour aller vivre d'autres choses. Et du coup, vu qu'à l'échelle d'un alien qui vit, je sais pas, 1000 ans, bah au final, c'est juste une partie de sa vie, alors que pour nous, c'est bah, au final, ouais, si on se dit, ok, bah, je me marie pendant 10 ans, bah, je vis ce que j'ai à vivre, j'expérimente ce que j'ai à vivre, et ensuite je change parce que bah, sur Terre, en tout cas sur cette Terre, à l'instant T, on n'a qu'une seule vie et il faut expérimenter ce qu'on a envie de faire sans se mettre de barrières et sans se restreindre. Et du coup, voilà, on en vient aussi à la partie mariage, c'est je me restreins d'un gouvernement, je me restreins d'une religion, et si je veux changer, c'est très compliqué. Je perds beaucoup d'argent, je recommence à zéro, etc. Donc au final, tout ce que j'ai appris, je dois le redonner, quoi. Donc voilà, c'est cette partie de mon énergie match à l'instant T avec une personne,
eh bien, doit correspondre à l'instant T et ne pas forcément durer toute une vie. Et on expérimente ce qu'on a expérimenté avec cette personne à l'instant T, et ça change. Bien sûr, ça fait des blessures. Bien sûr, c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on avance. Et c'est la dualité du monde on doit avoir des moments intenses de bonheur, des moments intenses de malheur entre guillemets, de dépression, pour pouvoir en retrouver d'autres. Et là où faut être fort, c'est de rebondir quand on est dans les ténèbres pour s'en sortir et trouver justement le chemin vers une lumière plus intéressante. Et quand je dis une lumière plus intéressante, c'est pas, on va dire, la recherche du bonheur. Moi, je suis pas fan de ce mot de recherche de bonheur, mais plutôt de bien-être, d'équilibre et d'épanouissement. Et on peut très bien s'épanouir dans des phases compliquées, dans des situations compliquées. Dans l'entrepreneuriat, c'est ça, on s'épanouit que dans des situations difficiles. Dans une start-up, en tout cas, il n'y a que des moments difficiles. Et le peu de moments de joie, en fait, on les fait très peu et on continue à avancer. Mais on s'épanouit sur le chemin. Et c'est pas en mode, tiens, j'ai fini, je suis content, ça y est, je fais plus rien. Non, c'est toujours des petits rebondissements assez compliqués. Euh, et pour revenir du coup aux relations, quand ça doit se terminer, ça sert à rien de lutter. Il y a beaucoup cette idée reçue, et même moi je l'ai, c'est se battre, oui, il faut se battre pour telle personne, etc. Mais en fait, si une personne sent que ça matche plus, en fait, se battre, ça va être juste pour la retenir et faire en sorte que sur le futur, repousser, on va dire, cette échéance on va se séparer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour est très différent de l'attachement. Et l'attachement, c'est ce qui fait un peu le plus mal. L'amour, c'est quelque chose de plus intense et plus court terme, j'en sais rien. Mais ce truc d'attachement, et ça marche d'un point de vue amour, amical, famille. En fait, l'attachement est toujours là. Et c'est si l'amour n'est plus là d'une personne et que elle veut s'en aller et qu'on essaie de la retenir, on va la retenir avec de l'attachement. Cette personne est encore attachée, donc elle va dire oui. Mais au final, ça repousse que l'échéance et du coup, ça n'a pas d'intérêt pour vivre d'autres choses. Il faut se laisser de l'espace et accepter ce qui arrive pour s'ouvrir à d'autres choses. Mais c'est sûr que l'attachement, c'est ce qui va faire le plus mal parce que c'est ce qui va nous faire souffrir. Et pour terminer, un petit point sur l'expatriation. Quitter sa terre natale, c'est ce que j'ai fait. Ça fait 5 ans maintenant que je suis expatrié. J'ai fait plusieurs pays. En fait, c'est le même principe que les relations sociales, d'une certaine façon. Il y a de l'attachement. Et bien sûr qu'on est attaché à sa terre natale d'où on est né. Bon, si on rentre dans un autre délire, c'est les vies antérieures. Est-ce que j'ai vécu sur cette terre? Si oui, est-ce que j'avais un autre endroit où j'étais? Et si je me sens bien sur tel ou tel pays, telle ou telle ville, c'est peut-être que j'ai eu des attaches à un certain moment, peut-être mes ancêtres, là on parle d'épigénétique, et tout ça c'est prouvé scientifiquement, mais je rentrerai pas là-dedans pour la fin de ce podcast, mais du coup, bien sûr qu'il y a un attachement sur là où on est né. Et en fait, pour s'en sortir, pour avoir le courage de sortir, de lâcher cet attachement qui va être douloureux, on est obligé d'être un peu dans la haine et la douleur, de cracher sur la France, sur notre pays, pour dire, tiens, là moi aussi, où je suis, où je veux aller, c'est mieux que la France parce que ça. Et oui, la France, il y a plein de points positifs. Peut-être partout, c'est de la dualité, il y a des points positifs, négatifs, mais on est obligé de voir les points négatifs pour s'expatrier et sortir de la France. Parce que sinon, on n'agit jamais, parce que c'est dur. Financièrement, c'est instable. Enfin, quand on s'expatrie, financièrement, on sait pas trop où on va. La santé, les amis, le sport, la nourriture, tout ça, c'est un fou. Du coup, on est obligé de partir de cette relation avec notre pays natal avec une certaine haine. Et c'est comme les relations sociales. C'est si on part d'une relation sans haine et sans douleur, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que tu peux en vouloir à personne. Et du coup, tu es obligé d'aller dans cette dimension de tristesse directement, sans cette dimension de colère. C'est pareil pour l'expatriation. Il y a un attachement, il y a peut-être plus d'amour, entre guillemets,
Bah voilà, soit on y va en mode tristesse, mais c'est trop dur. Je crois que je connais aucune personne qui ne s'est pas expatriée de France sans cracher un minimum sur la France. Et voilà, faut trouver des trucs de haine, de douleur. Pourquoi je veux quitter la France? Parce qu'il y a ça. Et c'est comme ça qu'on y arrive à s'émanciper, on va dire. Et dernier point, je disais un petit peu au début, 2026, la plupart des complots explosent. Euh, D'ailleurs, j'ai vu, je crois, il y a des mecs qui vont aller sur la Lune là pour la deuxième fois apparemment. Moi, j'ai pas envie de dire tous les complots auxquels je crois ou pas, parce qu'en fait, ça sert à rien. Et voilà, même d'un point de vue perso, ça sert à rien de dire moi je pensais ça il y a telle année, j'avais raison, etc. Enfin, ça a strictement pas d'intérêt, c'est de la perception de chacun. Mais voilà, le délire de la Lune, à voir ce que ça donne sur 2026. Là, début 2026, pareil, il y a eu des plus gros complots sur pédophilie, euh, trafic d'enfants, enfin tous les trucs comme ça, des personnes, des élites sur Terre, on va dire d'une certaine façon. À voir ce que ça donne, mais voilà, enfin, il y a beaucoup de personnes qui savent ça depuis des années et ça commence à exploser. Pareil pour la France, malheureusement. Ça fait quelques années quand même qu'on sait que ça va pas dans le bon sens. Pareil pour l'Europe. Donc là, je peux poser une date, hein, mais 2032, 2035, mais même 2032, normalement, ça va être très très mauvais pour Europe/France. Et en fait, il y a aucun signe qui fait que ça va aller du bon côté, parce que, on va dire, la politique en France ne sert pas les Français, elle sert une élite. Et tout ce qui est fait, il faut bien le comprendre, ce n'est pas dans le sens de la population, c'est dans le sens des politiques. Alors, il y a des choses qui vont dans le sens de la population peut-être, mais la plupart du temps, non. Un exemple très simple à comprendre, c'est en fait, en France, on prend de l'argent à un riche pour donner à 10 pauvres. Et du coup, ces 10 pauvres, eh bien, ils votent pour nous, donc on a 10 votes en plus par rapport à un seul vote d'un riche. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi la démocratie va mal? Parce que c'est les pauvres qui votent pour des choses qui ne vont pas faire le bien du pays sur le moyen et long terme. Et globalement, en France, c'est un pays très bien financièrement si on reste pauvre et on profite des aides. Si on est dans la classe moyenne, c'est mauvais. Et si on est riche, c'est extrêmement mauvais. Quand je parle de riche, plutôt entrepreneur, parce que voilà, si on prend toutes les taxes, ça fait quasi 70% des revenus. Donc si vous faites 1 million, eh bien vous avez que 300 000 dans votre poche. Donc voilà, toutes ces histoires de complot, de extrême gauche, extrême droite, etc. Tout est déjà écrit. Les élites savent déjà où ils vont. C'est juste voilà ce qu'on appelle un agenda, un calendrier qui avance. C'est step by step. Tout ce qui s'est passé aussi en 2019, c'était prévu. Bien sûr que moi, je suis tombé dans le panneau sur certains trucs. Mais en prenant du recul, en fait, c'est obvious, c'est évident. Et du coup, la seule façon, quand Europe, France vont mal, qu'on ne peut pas se battre parce qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a pas l'argent, en fait, ça sert à rien de s'acharner, ça sert à rien de retenir cette personne dans une relation en disant ouais, mais on est attaché, faut qu'on reste ensemble. T'es né ici, t'es né en France, t'es né en Europe. L'Europe t'a tout donné, la France a tout donné. En fait, c'est se battre pour rien parce que t'as d'autres choses à vivre ailleurs. Il y a plein d'autres pays. Donc voilà, c'est un peu le mot de la fin. Les complotistes d'il y a 10 ans, c'est des mecs normaux aujourd'hui. Les complotistes aujourd'hui, ça sera des mecs normaux dans 10 ans. Et petit à petit, voilà, les, les complots avancent et ça s'avère complètement réel. Pareil pour les vaccins et toutes les conneries comme ça. Il y a tellement de choses contredites. Mais bon, vu que c'est le gouvernement français, apparemment ça passe. Il y a de l'attachement, donc on soutient le pays, même si tout va mal.